Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, toujours sur la thématique de la flamme jumelle. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus au mode de fonctionnement, aux tenants et aboutissants de chacun des deux jumeaux. Quelles sont les réactions pondérées ou même immodérées de l'un, l'effet miroir qui est généré sur l'autre, et donc du coup le type réactionnel qui va être appliqué, qui va s'enclencher dans le processus relationnel de la flamme jumelle. Donc on passera tour à tour sur le profil du runner, sur le profil du chaser, et puis on reviendra sur le runner, on va faire comme ça des allers-retours, on va se rendre compte, on va essayer de se rendre compte, on va essayer d'éclaircir un petit peu les choses ensemble. Donc, ce que je peux déjà vous exposer là, dans cette introduction, dans cette première partie, même si je ne pense pas cloisonner les choses en différentes parties, mais on va voir que tout ça est très très imbriqué, on va s'intéresser déjà aux quatre consciences. Voilà. Énormément de personnes vivent leur existence sans savoir qu'elles ont quatre perceptions, quatre consciences, qu'elles existent de quatre manières différentes et qu'elles passent de l'une à l'autre en fonction des aléas de la vie, en fonction de ce qu'elles sont en train de vivre, en fonction de leurs besoins. Et parfois, une seule de ces quatre consciences va être dominante, va être surexposée, on pourrait dire, plus mise en lumière, plus accessible, plus utilisée par la personne. Parfois, ça va être le contraire, il va y en avoir trois qui vont être surexposées et une quatrième qui sera complètement occultée. On va voir aussi que ça peut être un choix. Donc, on va s'intéresser aux quatre consciences. Alors, la première conscience, qui définit n'importe quel individu, c'est la seule conscience qui est visible, qui est palpable, qui est tangible, qui est touchable, qui est sensitive dans le physique et dans la matière, à savoir la conscience corporelle. Vous avez conscience de votre corps, il vous suffit d'être piqué par une aiguille pour vous rendre compte que ça fait mal, donc votre conscience corporelle vous indique cette douleur au travers de votre matière, au travers de votre corps. Alors on ne va pas détaillé, hein, tout naturopathe que je suis de formation, bien sûr, il y a l'ensemble de la structure corporelle qui va être touchée, donc on va bien sûr parler du squelette, des organes, des nerfs, des muscles, de la peau, les différents systèmes, système digestif, système urinaire, système nerveux, voilà, on va pas détailler tout ça. Toujours est-il que cette conscience-là est la conscience la plus palpable, la plus visible. C'est généralement aussi celle-là, cette conscience corporelle et physique qui nous amène à un préjugement lorsqu'il y a rencontre avec une personne, sur le jugement eh bien, de sa morphologie, de ses réactions corporelles, de ses tics, pourquoi pas, des différents signaux que la personne va pouvoir nous envoyer. Alors, on peut déjà distinguer et dire la flamme jumelle tient compte, bien sûr, de la conscience corporelle lorsqu'il y a rencontre, mais ça n'est pas cette conscience corporelle qui permet d'identifier le jumeau. On y reviendra, mais quand on parlera effectivement de tout ce qui est commun à toutes les flammes jumelles, on se rendra compte par exemple que le corporel ne fait pas réagir les jumeaux en processus justement de leur binôme. Très souvent, lorsqu'il y a rencontre, il n'y a pas attirance physique. Donc bon, on y reviendra. Mais voilà la première conscience, la conscience corporelle. À l'intérieur se situent les trois autres consciences, je compte mes doigts pour être sûr de ne pas en oublier. On va retrouver donc les trois autres consciences qui, elles, par contre, sont immatérielles, sont invisibles, immatérielles, et pourtant totalement présentes, hein, on va s'en rendre compte. On va avoir la conscience intellectuelle, donc la corporelle, l'intellectuelle, donc qui va se retrouver à l'intérieur. Cette conscience intellectuelle est faite eh bien, de votre éducation, de votre compréhension des choses, des informations que vous avez retenues, donc de l'éducation nationale également, c'est, on peut dire, le disque dur de l'ordinateur, c'est-à-dire c'est tout ce que vous avez vécu, retenu, appris, tout ce que vous savez devoir être, tout ce que vous savez devoir faire. Voilà, c'est l'éducation. Hein, c'est l'éducation, c'est vos facultés intellectuelles, vos facultés de déduction, vos facultés de raisonnement. Alors on ne peut pas du tout dire que ce soit véritablement votre soi, hein, c'est carrément pas possible, ce serait le siège du moi, éventuellement, on parlera à nouveau du moi bientôt, peut-être même un peu dans cette vidéo, on va voir où le vent nous porte. On va donc retrouver dans la conscience intellectuelle, finalement, tout ce qui fait votre personnalité liée à votre vécu, liée à votre éducation, aux premières années de la vie par exemple, vos notions de bien, de mal, ce que vous pensez devoir faire, ce que vous pensez devoir être, je crois l'avoir déjà dit, donc on va enchaîner. La deuxième conscience immatérielle, qui se trouve donc être la troisième en présence, toujours dans la sphère corporelle bien sûr, c'est votre conscience émotionnelle. La conscience émotionnelle, c'est là où va se nicher vos émotions,
et vos sentiments. Les deux se retrouvant ensemble, même si ça n'est pas la même chose, puisque dans les émotions, il y a les états, hein, être dans un état, par exemple un état d'amour, un état de stress, et puis il y a vos sentiments, véritablement sentiments propres qui sont induits effectivement par les sphères extérieures parfois, mais par vous-même également, par effet miroir, on en reparlera. Donc cette conscience émotionnelle, eh bien, vous fait vous sentir en vie. Hein, voilà, on peut dire que sinon on ne serait qu'un ordinateur, on ne serait que raisonnement intellectualisé, logique et cohérent dans une enveloppe corporelle. Donc bien sûr, l'humain est transcendé, évidemment, puisqu'il a conscience d'être vivant, donc au contraire de l'animal qui n'a pas conscience d'être en vie. Alors là, il y a tout un débat que j'ai déjà eu lors de différentes conférences où les défendeurs des animaux, dont je fais partie également, sont assez frontales en disant « mais non, 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 l'animal a conscience d'être vivant, il est amour, il est... » Non, non. L'animal n'a pas conscience d'être vivant, la meilleure preuve, c'est qu'il ne stocke pas sa nourriture pour le lendemain, si ce n'est dans un processus primitif d'hibernation. Sinon, l'animal n'est pas en stress, il ne stresse pas pour demain, hein. Il n'a pas peur pour sa vie. On peut prendre le cas du cerf qui va combattre jusqu'à la mort pour défendre son territoire. Il n'a aucunement peur, la peur n'existe pas, hein. Il y a la notion de survie, qui est primitive, qui est reptilienne, que nous avons également. Lorsqu'il y a du feu, on va fuir. Lorsqu'il y a une vague d'eau qui nous met en danger, on va fuir. Mais il n'est pas en stress, en fait, d'un avenir incertain. Alors que l'humain, oui. L'humain, oui, tout à fait. Il a conscience d'être en vie, il a conscience qu'il est là pour quelque chose, qui n'est pas seulement ses besoins reptiliens et primitifs, qu'il y a autre chose de plus, on va dire divin, mais on va dire quelque chose de plus haut, voilà, enlevons le mot Dieu, mais il y a une raison en fait à notre incarnation qui est intérieure, qu'il faut rechercher. Ça se fait justement au travers de ces 4 consciences, et j'ai envie de dire là, avec les 3 que j'ai listés, on n'est pas armé pour trouver le pourquoi nous sommes ici sur Terre, qu'est-ce que nous avons à transcender, qu'est-ce que nous avons effectivement à acquérir nous-mêmes pour pouvoir le rayonner, puisque l'acquérir pour soi et uniquement pour soi n'aurait qu'un intérêt limité. Il nous faut la 4e conscience, la conscience spirituelle. Voilà, la conscience spirituelle, cette conscience-là, effectivement, est en besoin de nourriture, est en besoin de se nourrir. Alors, si on devait chercher où se situe l'âme, principalement, l'âme va effectivement explorer, habiter cette sphère-là. Je vais dans la vidéo vous mettre un dessin, je pense, de ces 4 consciences, parce que j'adore les petits dessins géométriques très simples à retenir. On va donc retrouver dans l'humain, dans son corporel, dans sa conscience corporelle, on va retrouver ces 3 consciences immatérielles, que sont donc l'intellectuel, l'émotionnel et le spirituel. Donc corporel, intellectuel, émotionnel, spirituel. Voilà 4 consciences. On peut dire c'est comme une table, hein, la table corporelle, voilà, un plateau, soutenu par 3 pieds qui sont donc qui nous donnent une raison d'être, une raison de vivre, voilà, de nous lever chaque matin, d'être heureux et content, satisfait de notre journée, de notre existence, de notre vie, qui va nous servir de carburant. Donc ces 3 pieds, ce sont les 3 consciences immatérielles finalement qui nous font nous battre, nous surélever, nous transcender, et qui nous motive également à rayonner vers les autres. Donc pour les élever, pour montrer peut-être un exemple différent de leur existence, le mot transcender prend véritablement tout son sens là dans ces 4 consciences réunies. Donc dans cette conscience physique qu'on peut imager comme un plateau rond, hein, voilà, un plateau de table. Cette table a besoin de pieds pour tenir, et bien nous avons les 3 consciences immatérielles, intellectuelles, émotionnelles, spirituelles. Voilà, il est évident que si on enlève un pied, patatras, badaboum, comme dit le jeu, plus rien ne tient, le corporel va symptomiser. Je vous disais que j'étais naturopathe, on tient compte dans la naturopathie et dans différentes médecines holistiques de l'ensemble de l'être. S'il y a un symptôme physique, c'est qu'il y a une cause vraisemblablement immatérielle. Alors vous me direz, oui, mais s'il y a maladie, c'est purement corporel, oui, mais en énergétique traditionnelle chinoise, dans les médecines holistiques, on considère que tout a un début, un démarrage dans un conflit intérieur, donc il faut explorer. Bon, une toute petite aparté, alors moi je peux faire 13 heures de conférence sur les 4 consciences, on n'a pas le temps, hein, on n'est pas là pour ça. Donc on va s'arrêter là sur l'existence de ces 4 consciences. Alors on peut dire que la société moderne quand même vrille un petit peu, enfin même un petit peu beaucoup, même énormément,
L'existence de ces quatre consciences, on peut prendre le cas le psychologique, hein, donc les psychiatres, psychologues, souvent ne dissocient pas, en tout cas n'éduquent pas leurs patients vers la dissociation de ces quatre consciences, hein, c'est pour ça que les thérapies sont souvent assez interminables, assez longues. Par exemple, on peut prendre cet exemple que je prends toujours en conférence parce que c'est le plus simple. On peut vivre un événement douloureux, c'est-à-dire on peut, imaginons, on possède un chien, un animal de compagnie, et puis ce chien nous échappe, traverse la rue, malheureusement, il passe sous un camion. Alors oh là là, ne pleurez pas, ça n'est que virtuel, c'est un exemple. Imaginons donc ce chien, vous le voyez, vous voyez votre chien passer sous les roues du camion, corporellement vous le voyez, hein, avec vos globes oculaires, votre corps tout entier vit cette expérience certainement traumatisante. Vous l'avez constaté, vous l'avez vu dans votre conscience corporelle. Intellectuellement, vous l'avez vu, vous l'avez compris, les choses se sont déroulées de telle et telle manière, c'est logique, cohérent, implacable, j'ai envie de dire. Vous êtes obligé de le constater, voilà, concrètement, factuellement. Le chien est mort, il est décédé, il est passé sous les roues du camion. Et pour autant, dans votre conscience émotionnelle, il va y avoir souffrance. Il y aura souffrance. Vous souffrirez du manque, vous souffrirez du choc, vous souffrirez de la vision, vous souffrirez en fait de l'événement. Alors ça générera certainement culpabilité, regret, voilà. Tout ça, on pourrait déjà dire, oui, va bien, je le sais, tout va bien, je vais le gérer. Oui, bien sûr. Mais par exemple, plusieurs années après, on peut se rendre compte que ça n'est pas géré. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas dissocié. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, on aura cherché à faire taire les émotions par le mental. Alors qu'en fait, les deux sont bien dissociés, sont bien séparés, même si, vous le verrez dans le petit dessin, vous l'avez peut-être déjà vu, je ne sais pas où est-ce que je vais le placer, mais peut-être je vais le mettre dans un coin et je vais le laisser. Mais la conscience intellectuelle chevauche en partie la conscience émotionnelle, et les deux communiquent perpétuellement ensemble, toutes d'ailleurs communiquent perpétuellement ensemble, mais nous n'avons pas ce que en psychologie et psychiatrie finalement on nous assène, c'est-à-dire une superposition des deux, hein. Vous allez voir un psychologue ou un médecin thérapeute qui va vous dire votre déséquilibre, votre problème est psycho-émotionnel. Psycho-émotionnel, c'est-à-dire hop on met les deux l'une sur l'autre et on ne dissocie pas. Et puis on vous dit, bah, on va faire une thérapie, puis on va essayer de démêler tout ça. Bon, non, il faut vraiment les explorer séparément. Il y a un travail de compréhension, d'acceptation. Et j'ai envie de dire que si la conscience spirituelle n'était pas considérée dans la thérapie, on passerait à côté vraisemblablement, peut-être pas de la solution, mais en tout cas d'un levier important vers la guérison. Pourquoi? Parce que pour avoir, ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais ce métier, pour avoir déjà constaté ça chez bon nombre de mes patients, un événement a lieu pour une raison, même si on peut trouver cette raison injuste, même si on peut ne pas la comprendre tout de suite directement, reste que on peut imaginer par exemple que ce chien est arrivé dans votre vie à un moment où vous en aviez besoin, peut-être suite à une rupture, et puis que là, son existence dans votre vie, finalement, eh bien, sa mission de vie soit finie, soit terminée, en quelque sorte, c'est-à-dire que ce passage en commun, cette vie en commun, eh bien, n'est plus de raison d'être maintenant, et que vous ayez besoin d'une liberté différente, que lui ait besoin d'une liberté différente, et les choses vont se mettre en place, et c'est souvent lorsqu'on analyse la situation finalement de la personne au moment où l'événement a lieu, qu'on arrive à y trouver une cohérence. Donc, bon, c'est un exemple un peu bateau, je vous l'accorde, heureusement virtuel, redonnons vie à ce chien, mais c'était juste pour vous imager l'importance des quatre consciences. Voilà, ça c'est fait. Dans la flamme jumelle, bien sûr, ces quatre consciences existent, puisque dans n'importe quel individu, ces quatre consciences sont présentes, et la nécessité de bien les comprendre, de bien les explorer, est absolument vitale, et j'ai envie de dire, pour n'importe quel chemin de vie individuel, ça serait nécessaire de le faire. On parlera des chemins de vie individuels et chemins de vie communs dans une prochaine vidéo sur les flammes jumelles, puisqu'on va voir que il y a difficilement chemin de vie individuel dans la flamme jumelle. Bref, revenons effectivement à notre mécanique dans la flamme jumelle, mécanique comportementale. À l'intérieur de ces quatre consciences, bien sûr, il va y avoir des mécanismes à la fois de dynamisme et de mise en retrait qui vont s'enclencher. Et on va voir que là, les deux jumeaux ne sont pas à égalité, ne sont pas sur le même plan de mode de fonctionnement. Dans la gestion de la conscience intellectuelle, émotionnelle et spirituelle, on va déjà commencer à parler du runner. On a parlé du runner déjà dans une précédente vidéo où on a expliqué la hiérarchie horizontale et linéaire donc du runner qui papillonne d'une personne à une autre un peu
pour aller chercher finalement de l'amour superficiel, mais de l'amour qui va le combler par quantité de personnes et non par qualité, sans profondeur, sans implication. S'il y a implication, je vais plus loin, s'il y a implication, il y aura implication par mesure sécuritaire, c'est-à-dire que la personne va choisir des personnes qui l'aiment plus, c'est-à-dire des personnes qui vont l'aimer plus que lui ne va les aimer pour ne pas se sentir piégé, pour ne pas se sentir en danger. Pourquoi cette mécanique? Eh bien, c'est la mécanique de la dépendance affective que l'on retrouve chez tous les runners. Voilà. Chez tous les runners, il y a une dépendance affective. Il y en existe plusieurs, la mécanique est la même, elle prend toujours son siège dans l'enfance, dans la très petite enfance parfois, voire même dans la vie intra-utérine, donc pendant le processus de grossesse et l'état psycho-émotionnel de la maman, mais également dans les premiers jours, semaines, mois, années de l'existence. J'ai déjà parlé de la dépendance affective dans un précédent article. Il est évident que la dépendance affective, c'est-à-dire ce processus d'existence au travers d'une ou de plusieurs personnes pour trouver un semblant d'équilibre qui n'est qu'un semblant, qui n'est qu'un paraître, hein, eh bien, est extrêmement dangereux pour la personne elle-même, même si elle ne le considère pas au départ. Dangereux évidemment dans une potentielle relation de couple, puisque le pouvoir pourrait être donné à l'autre de manière immodérée, comme le pouvoir pourrait être donné aux sphères extérieures, venant donc du coup ébrécher, fragiliser, voire détruire la relation de couple, puisque bien sûr la personne, le binôme qui n'est pas en dépendance affective, en l'occurrence, encore une fois je le redis, le chaser a réglé sa dépendance ou ses dépendances affectives avant la reconnaissance de sa flamme jumelle, eh bien la dépendance affective existante va bien sûr venir phagocyter, fragiliser, détruire même la relation de FJ, la relation de flamme jumelle. Ce que l'on peut déjà constater, c'est que le runner, on l'a dit dans la précédente vidéo, a la capacité de mettre sur off ses émotions. C'est-à-dire que comme il est dans la notion de sacrifice, de ses propres émotions, de sa propre nécessité d'amour à en recevoir et à en donner, il a cette capacité en fait à se mettre sur off, à se mettre dans la position sacrificielle, la position de victime, on va parler du triangle démoniaque tout de suite après, et ceci lui donne en fait une impression, une sensation, une illusion de maîtrise de sa sphère émotionnelle. Il a également la capacité à ne pas tenir compte de son chemin spirituel, de sa conscience spirituelle, donc en soi, si on reprend nos quatre consciences, je vous rappelle les quatre consciences, la corporelle, l'émotionnelle, l'intellectuelle, pardon, j'aurais dû dire l'intellectuelle d'abord, peu importe, il n'y a pas de hiérarchie, et la spirituelle, si on reprend ces quatre consciences, eh bien, on va se rendre compte que le chaser va très bien maîtriser la conscience corporelle et intellectuelle, il les maîtrise très bien, il se connaît intellectuellement, il se connaît corporellement, souvent il a une très bonne maîtrise des réactions de son corps, il sait que s'il a tel symptôme, il doit faire ça, il doit faire ça. Dans l'intellect également, il a une très bonne maîtrise. Maîtrise pas bien les deux autres consciences, la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle, à moins d'un travail effectivement conséquent, il ne les maîtrise pas bien. Le runner, lui, c'est le contraire. De toute façon, le corporel, il n'écoute pas, hein. Le runner est souvent gourmand, d'ailleurs. Souvent, il se blesse. Il est souvent maladroit. Tout ça, c'est des statistiques, hein. Encore une fois, je vous le redis, hein. Je ne le sors pas du chapeau, hein. La conscience intellectuelle, en fait, il se pose très peu de questions. Très peu de questions sur son existence. Il a plutôt tendance à suivre des schémas comportementaux. Je dois être ça, je dois faire ça, on attend ça de moi. C'est normal, puisqu'il y a cette dépendance affective aux autres qui fait que ce sont les autres qui décident si c'est quelqu'un de bien ou pas. C'est les autres qui décident s'il va se sentir bien aujourd'hui ou pas. Donc il y a ce pouvoir extérieur qui est quand même très important. Mais tout ça est dicté donc par sa conscience émotionnelle. Voilà, donc sa conscience émotionnelle, il va pouvoir l'activer ou la désactiver en fonction de ses besoins. Et la conscience spirituelle, je le redis, souvent il n'est pas en recherche de complétude, il n'est pas en recherche d'aboutissement. Il peut même rentrer en frontal avec un chemin karmique. C'est d'ailleurs ça qui fait que l'âme fuyante lorsque la flamme jumelle est séparée, c'est le runner finalement qui est en défiance karmique. Défiance karmique, j'ai écrit un long article là-dessus, et assez juste d'ailleurs, quant aux conséquences. On va retrouver donc ces mécanismes, on peut dire, dissociés en quelque sorte, hein. On va avoir le chaser qui maîtrise bien le corporel et l'intellectuel,
pas très bien l'émotionnel, on le voit bien puisque, enfin on va en parler là dans le triangle démoniaque, puisqu'il a des schémas comportementaux qui peuvent être assez violents, assez frontales. Et puis le chaser, lui, qui va plutôt être dans la préservation de ses émotions, dans la activation, désactivation de ses émotions et de sa spiritualité. Donc on va déjà pouvoir se rendre compte que, encore une fois, on retrouve dans les quatre consciences la notion de bipolarité énergétique, quelqu'un d'yang qui maîtrise ce qui est pragmatique, le corporel et l'intellectuel, le runner plutôt yin, plutôt rêveur lunaire, plutôt sensitif, qui lui va plus maîtriser justement ce qui est sensitif, donc l'émotionnel et le spirituel. Alors il maîtrise, encore une fois, c'est une illusion, puisqu'il ne fait que désactiver. Hein. Il n'explore pas, il désactive, décidément, voilà. Je vais peut-être me mettre en retrait. Voilà. Toujours est-il que on va déjà trouver ce premier archétype. Encore une fois, je schématise, mais c'est un peu ça. Alors si on prend des travaux qui ont été faits au préalable par d'autres personnes, on pourrait, si vous l'avez lu par exemple, prendre les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. On retrouve cette même notion de bipolarité énergétique et de gestion de l'intellect, du corporel, de l'émotionnel. Alors pas du spirituel, puisque John Gray n'en parle pas dans les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, mais on retrouve quand même cette polarité yang qui maîtrise bien l'intellect, les raisonnements, qui a besoin de s'isoler pour réfléchir, pour prendre des décisions et aussi pour maîtriser ce qui est concret. Et puis la polarité yin, plutôt féminine. Encore une fois, dans la flamme jumelle, on ne parle pas de corps. Hein, on ne parle pas de corps, on parle d'énergie et d'âme. Donc, c'est pas la même notion de polarité. Mais cette sphère donc yin qui va plutôt être dans l'émotionnel et le spirituel. Donc, du coup, on va avoir un chaser qui va plutôt s'enfermer pour réfléchir à ses difficultés et trouver des solutions dans son intériorité. Et le runner, lui, qui va plutôt papillonner, qui va s'exprimer, qui va parler. Et c'est en parlant que les choses vont se solutionner, finalement, grâce aux sphères extérieures. Alors évidemment, c'est donner un énorme pouvoir aux sphères extérieures pour solutionner ses propres problèmes. Mais encore une fois, on l'a dit, il a terriblement peur d'aller dans l'introspection, d'aller dans le soi profond. Donc, on va retrouver déjà ça dans les quatre consciences. Bon. Tout ça induit certains types de comportements et la personne qui n'est pas en conscience de ces quatre consciences, qui ne les explore pas, qui ne les maîtrise pas, eh bien va avoir un schéma comportemental, on peut dire erratique en quelque sorte, c'est ce qui s'appelle en fait dans la psychologie de base le triangle démoniaque. Qu'est-ce que le triangle démoniaque? Eh bien la personne non équilibrée, non consciente, non centrée dans ce que j'appelle moi la voie du milieu, je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça, puisque les bouddhiques effectivement l'appellent comme ça, mais ça prend son siège en Égypte ancienne, en Égypte antique, et même avant. Donc cette voie du milieu, finalement, est l'équilibre du soi. L'équilibre, non pas du moi, puisque celui-là a été tué chez les personnes qui suivent la voie du milieu, hein, ils l'ont assassiné, avec plaisir et tant mieux, mais les autres personnes qui n'auraient pas tué le moi, vont être dans ce schéma d'application du triangle démoniaque. Le triangle démoniaque, c'est quoi? C'est très simple et très compliqué. Très compliqué à maîtriser. Il faut comprendre la mécanique, il faut accepter qu'effectivement on fonctionne comme ça. Il faut énormément de compassion pour avoir fonctionné comme ça et pouvoir changer son schéma comportemental. Alors le triangle démoniaque, c'est très simple, c'est à expliquer en tout cas. Lorsque vous êtes en relation avec une personne, vous avez trois manières de réagir, de vous comporter. Si vous n'êtes pas en conscience de tout, si vous n'êtes pas en conscience de votre soi, vous allez constamment alterner une des trois positions et ça dépendra essentiellement finalement de la personne qui est en face de vous et de votre construction interne, de votre capacité à résister à l'induction sociétale qui est faite sur vous, peut-être de ce qui est attendu de vous par votre interlocuteur, ou de vos désirs, conscients ou inconscients. Mais, encore une fois, je le redis, dans la voie du milieu, tout doit être conscient. Donc, dans ce triangle démoniaque, vous allez alterner trois positions. La position de bourreau de votre interlocuteur, la position de sauveur de votre interlocuteur et la position de victime de votre interlocuteur. Ah, peut-être un petit dessin va apparaître sur la vidéo, je verrai lorsque je ferai le montage, mais vous devriez retrouver ça en visuel. On va donc trouver ces trois positions et nous allons alterner, en fonction que nous sommes chaser ou runner, nous allons alterner des positions prédominantes plutôt que d'autres. Alors, on peut tout de suite enfoncer des portes ouvertes, qui sont assez cohérentes et logiques. Chez le chaser, on va retrouver la position de bourreau et la position de sauveur comme étant les positions préférées. C'est-à-dire que le chaser va tantôt vouloir sauver son binôme,
son jumeau, tantôt vouloir faire réagir son jumeau au travers de la position de bourreau. Alors au départ, c'est assez gentillet, c'est-à-dire que le niveau de chacun des rôles est plutôt bas, mais plus il va y avoir de conflits, plus il va y avoir d'ego, plus il va y avoir de frontal, plus il va y avoir de déception, donc de souffrance. On parlera dans une prochaine vidéo de la souffrance, la nuit noire de l'âme, bref, on en parlera, mais on va retrouver de manière dominante la position de bourreau, la position de sauveur. Le chaser fuira toujours la position de victime. Il ne supporte pas la position de victime. C'est ce qui le fait réagir de manière totalement épidermique. Totalement épidermique, s'il est placé en position de victime, étant donné qu'il a une conscience de son intériorité, de son intellect, de son corporel, il ne veut pas être positionné comme une victime. En plus, c'est logique, on a dit, il a déjà réglé ses dépendances affectives. Donc, il va fuir la position de victime qui va le rendre littéralement dingue, hein, il faut le dire, dans le relationnel avec son jumeau, et il va alterner la position de sauveur. Je vais t'aider coûte que coûte, je vais te donner tout ce qu'il faut, je vais tout t'offrir, tout te donner, tout mettre là sur la table, et ce sera facile pour toi, mais non, ce ne sera pas facile, parce qu'on va voir que l'autre se comporte différemment. Et puis la position donc de bourreau, mais bon sang, pourquoi est-ce que tu n'es pas en capacité de faire ce qu'il faut pour nous, pour toi, pour moi, voilà. Donc ça va être très compliqué, et le chaser va réagir comme ça. A l'inverse, le runner, lui, va fuir la position de bourreau. Complètement, va fuir la position de bourreau. Il se placera en position de sauveur de son jumeau, c'est-à-dire qu'il aura cette sensation de devoir l'aider, le sauver, l'amener un peu vers son mode de fonctionnement. C'est pas possible, il faut bien le dire. Et finalement, de régler les choses qui posent problème dans le couple, mais qui posent pas réellement problème dans le chaser, hein. Ou alors, il va prendre la position de victime, donc de passivité, d'asservissement. Donc évidemment, là, on va avoir le contraire de ce qu'il cherche habituellement dans sa hiérarchie horizontale, c'est-à-dire l'admiration. Voilà, dans sa position de victime, bien sûr, il va s'étioler, il va s'éteindre progressivement, puisqu'il n'aura pas de son jumeau, pour lequel il a pourtant un amour immodéré, hein, qu'il ne laisse pas s'exprimer, qu'il ne laisse pas s'expanser en lui, mais il a cet amour-là et acceptera pendant un temps d'être effectivement la victime de son jumeau. Ce qui permettra à son jumeau d'être dans la position de bourreau ou dans la position de sauveur. Donc finalement, ça induit un schéma comportemental extrêmement erratique, chez l'un comme chez l'autre. Donc évidemment, il va y avoir un point de rupture. Évidemment, il va y avoir un moment où le soi est beaucoup le moi, alimenté par le moi, donc l'ego, puisque la personne ne remettra pas en question son intériorité et son soi profond, elle réagira par le moi, eh bien, elle va rejeter complètement, effectivement, son jumeau. Donc, le runner, c'est principalement lui qui va agir de cette manière-là, va dire « je ne peux plus être en position victime, je ne peux plus non plus le sauver, le ou la sauver, je m'en rends bien compte, je ne peux pas. » Alors, ça tient à ce fait qu'il ne s'exprime pas, il ne peut pas exprimer ce qui est en intériorité puisqu'il ne le connaît pas, il ne le sait pas. Et il essaye, en fin de compte, d'être dans la tête de l'autre, ce qui, évidemment, n'est pas possible. Le mode de fonctionnement est trop différent pour qu'il puisse le comprendre, et il manque des informations de compréhension. Donc, il va s'enfermer dans le silence, et il va finir par fuir, par partir. Donc, ce qui va, évidemment, le positionner, le mettre dans la pire position, à ses yeux, la position de bourreau. Il devient le bourreau, finalement, de son chaser. Le chaser ne supportera pas d'être en position de victime, pas du tout. Pas du tout. Donc ça va induire une souffrance, mais extraordinairement forte. Ça va évidemment induire une colère extrêmement forte, puisqu'il ne supporte pas cette position forcée de victime. Pour l'avoir déjà vécu et réglé, il ne le supportera pas. Donc ça amènera à une incompréhension totale du comportement du runner. Le runner, lui, c'est pendant tout le temps où la relation s'étiolera, se détruira progressivement, qu'il sera en souffrance, qu'il ne comprendra pas. Donc finalement, lorsque le runner fuit, il fuit par souffrance. Il ne fuit pas par manque d'amour. Même si l'amour n'est, encore une fois, je le redis, pas complètement expansé chez lui, puisqu'il a tendance à l'enfermer, à le museler, à l'enterrer quelque part dans un coin. Et évidemment, ça pourrit quelque part sous un tapis, hein, à l'intérieur de lui. Ça cherche à sortir et à s'exprimer. Eh bien, ce runner, finalement, va partir par souffrance.
essentiellement par souffrance, pas du tout par manque d'amour, pas du tout par désamour, absolument pas, absolument pas. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui devrait vous rassurer si vous êtes dans la cinquième étape, l'étape de la rupture, de la séparation. Il vous faut comprendre que la séparation n'a pas lieu par manque d'amour, pas du tout. C'est par schéma comportemental non conscient. C'est parce que vous n'avez pas conscience de votre programme à vous, ni votre jumeau de son programme à lui. La peur d'être rejeté, pour ce qui est du runner, la peur d'être abandonné, pour ce qui est du chaser. Et c'est ces deux peurs qui induisent la réaction du triangle démoniaque que je viens d'expliquer pour chacun des deux. Donc tout ça est très pragmatique, hein. Vous allez me dire, oh là là, mais c'est méthodique. Eh ben oui, il suffit d'analyser, il suffit de consciencieusement, effectivement, questionner les différents profils de flammes jumelles, ce que j'ai fait, pour en tirer des lieux communs, et c'est assez incroyable de voir que malgré des vécus différents, on retrouve toujours ces comportements-là du triangle démoniaque induits par la polarité énergétique de chacun des deux jumeaux. Rien d'ésotérique là-dedans, rien de véritablement impalpable et incompréhensible, de la psychologie, de l'émotionnel, de la gestion de conscience, et les choses deviennent limpides. Voilà ce que nous avons à comprendre dans la mécanique, finalement, de la flamme jumelle. Alors, je ferai une vidéo pour aller encore plus loin dans l'explication, bien sûr, mais déjà, nous avons cette gestion du triangle démoniaque qui fait que on est proprement incompatible, hein, il faut le dire, on est proprement incompatible tant qu'on n'a pas la maîtrise des quatre consciences et la compréhension du triangle démoniaque. Voilà, tant qu'on ne sait pas si on est runner ou chaser, parce qu'on ne sait pas quel est notre programme sous-jacent, quel est le programme qui s'enclenche lorsque nous nous sentons en danger de souffrance d'amour. Alors, ce qui est sûr, c'est que les flammes jumelles qui rencontrent pour la première fois leurs jumeaux n'ont jamais connu une telle intensité d'amour, un tel degré de souffrance. C'est-à-dire que ce vécu de flammes jumelles, que ce soit dans des équilibres énergétiques et spirituels, ou que ce soit dans le conflit, n'ont jamais connu une telle puissance en eux. C'est très déstabilisant, c'est très déstructurant, comme lorsque l'on a un équilibre, c'est très nourrissant et expansif. Toutes les flammes jumelles en équilibre et en fusion, on parlera de la fusion, vous diront « je me sens invincible » avec mon jumeau, ou ma jumelle, hein, bien sûr. Dans ma flamme jumelle, lorsque nous sommes en équilibre, le temps perd toute notion, le temps n'existe plus. Aucune difficulté ne me fait peur. Aucun projet ne me tétanise et ne me fait peur. Aucune personne de l'extérieur ne me bloque. Lorsqu'on a cet état de fusion, les deux êtres sont totalement invincibles. C'est en tout cas la sensation que la flamme jumelle va ressentir, hein, les deux. Donc il est assez évident que lorsqu'il y a conflit, eh bien on est dans une osmose inversée, on va avoir cette même puissance dans la souffrance. Une souffrance qui est une souffrance hyper profonde, hyper aiguë. C'est une souffrance qui n'est pas uniquement dans la sphère émotionnelle, mais c'est une souffrance d'âme, une véritable souffrance en profondeur. Donc on parlera très bientôt de la nuit noire de l'âme, de cette souffrance qui est destructrice au possible, et de son utilité, puisqu'il faut bien admettre qu'il y a une utilité, même si ça nous embête. Qu'est-ce que ça nous induit? Qu'est-ce que ça nous apporte? On se rejoint donc très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère avoir éclairci un petit peu les choses sur les mécanismes comportementaux dans la flamme jumelle, et je vous dis à très bientôt.